Janvier 2025, l'Indonésie tourne une page majeure de sa politique environnementale. Son président, Prabowo Subianto, nationaliste aux tendances ouvertement protectionnistes, annonce que le pays mettra fin à plus d'une décennie de moratoire sur la déforestation. Ce même moratoire qui interdisait jusqu'alors l'ouverture de nouvelles zones forestières pour les plantations de palmiers à huile. Il déclare, le 30 décembre 2024, « Nous devons, à l'avenir, accroître la production d'huile de palme. Ne vous inquiétez pas pour la déforestation. » Un geste politique, assumé, qui marque la fin d'une ère de retenue. Mais ce revirement ne concerne pas seulement les forêts. Il s'inscrit dans un affrontement bien plus large avec l'Union européenne, sur fond de transition énergétique, de commerce international et de lutte pour le contrôle du récit environnemental. Car la question de l'huile de palme n'est pas seulement agricole. C'est devenu un enjeu géopolitique, un terrain où se mêlent diplomatie, lobbying et stratégie de légitimation écologique. Et au milieu de ce bras de fer, un écosystème crucial reste presque invisible. Les mangroves, barrières naturelles vitales, s'effritent sous la pression combinée de l'expansion industrielle et des effluents des usines. L'huile de palme est partout. Elle est présente dans de nombreux biens de consommation, allant des produits cosmétiques à la nourriture en passant par les biocarburants. Pour l'Indonésie, pays responsable de 54% de sa production mondiale, elle représente une influence stratégique cruciale sur les marchés internationaux et génère plus de 4,5 millions d'emplois. Pour l'Union européenne, en revanche, c'est avant tout un enjeu climatique, déforestation, perturbation des sols et émissions massives de CO2. En 2019, Bruxelles verrouille sa stratégie avec la RED II, directive sur les énergies renouvelables, visant à éliminer progressivement l'usage de biocarburants à base de palmiers à huile d'ici 2030. Officiellement écologique, ce texte sert aussi à protéger le marché européen des huiles végétales, exposées à la concurrence et à des coûts élevés. Pour Jakarta, RED II apparaît comme un embargo déguisé, un moyen de favoriser colza et soja européens sous couvert de durabilité. Le 9 décembre 2019, l'Indonésie saisit alors l'OMC, contestant l'exclusion de son biodiesel. Et c'est le 10 janvier 2025 que le panel DS593 rend un verdict partiel en faveur de l'Indonésie. L'Union européenne a appliqué certaines règles de manière trop rigide et discriminatoire, mais elle parvient à conserver un certain pouvoir réglementaire. Le gouvernement indonésien obtient un avertissement clair sur l'application des KPLUC, mais pas leur suppression totale. Quelques semaines plus tard, l'affaire DS618 sur les taxes compensatoires de l'UE, représentant 8 à 18% sur le biodiesel indonésien supposé corriger des subventions illégales, donne à nouveau raison à l'Indonésie. Les taxes à l'exportation ne sont pas des subventions illégales et l'Union européenne échoue à prouver quelconque manipulation des prix ou préjudice à son industrie. Au-delà du commerce, ces décisions montrent que durabilité et écologie servent ici d'outils politiques. L'UE annonce faire appel de ce dernier verdict, mais l'Indonésie souligne que le corps d'appel de l'OMC est inactif depuis 2019, interprétant ce geste comme une tactique dilatoire pour préserver son levier sur les taxes ou sur les négociations commerciales. Cette bataille juridique et narrative se déroule alors que l'IEUCEPA, accord de libre-échange Indonésie-UE, vient d'être finalisé, soulignant le mélange complexe de politiques commerciales, écologiques et diplomatiques autour de l'huile de palme. La confrontation UE-Indonésie ne se joue pas seulement sur les prix ou les volumes. Elle se joue aussi et surtout dans la sphère symbolique. D'un côté, l'Europe construit un récit moral. Gardienne de la transition écologique, elle dénonce la déforestation et les impacts du palmier à huile. Mais ce discours masque ses propres contradictions. Historique déforestation, dépendance aux huiles végétales européennes et contribution réelle au climat via l'industrie automobile. L'Indonésie, de son côté, oppose un récit souverainiste. Elle accuse l'UE de colonialisme vert et d'instrumentaliser l'écologie pour protéger ses intérêts économiques. Mais ce récit minimise l'impact environnemental local et ignore les conséquences sur les populations et les zones côtières. Dans les deux cas, l'environnement devient un outil de légitimation politique plutôt qu'un objectif écologique sincère. Au milieu de tout ça, les forêts de mangroves, essentielles à la stabilité climatique et à la protection des côtes, sont les victimes silencieuses de cette guerre économique et symbolique. Les raffineries de palmiers rejettent leurs effluents, les POME, dans les estuaires, étouffant progressivement les racines et modifiant la salinité. L'extension des ports et des infrastructures pour l'exportation détruit encore davantage ces zones. Dans ce contexte, l'écologie devient une rhétorique stratégique. L'UE se présente en championne du climat tout en défendant son marché et ses moteurs thermiques, tandis que l'Indonésie affirme la durabilité de l'huile de palme pour justifier l'expansion industrielle.
Pendant ce temps, les mangroves continuent de se dégrader, invisibles dans les récits politiques, victimes collatérales d'un conflit où l'environnement est instrumentalisé plutôt qu'authentiquement protégé. Au fond, la crise de l'huile de palme est moins une question d'huile qu'une question d'information. C'est une guerre de récits, une lutte pour fixer les règles de la durabilité mondiale. Le conflit UE-Indonésie nous rappelle une vérité simple. Tant que la transition écologique restera une bataille diplomatique, elle ne sera jamais une réalité écologique. Mais ce duel ne produit pas de solution. Il polarise, il rigidifie, il crée des camps. Et pendant que les gouvernements, les industriels s'affrontent, la réalité écologique, elle, continue de se dégrader. Pour avancer, il faudra dépasser les postures, les narratifs, les hypocrisies et reconnaître que la durabilité ne peut pas être imposée. Elle doit être co-construite.